Le phénomène de langue, il est commun à l'humanité, hein, en général. Partout il y a des hommes, il y a des langues. Pourquoi y a-t-il des langues? Eh bien parce que les hommes doivent communiquer, doivent échanger entre eux. Et pour échanger, il faut absolument qu'il y ait un code commun. Les linguistes d'ailleurs parlent de la langue comme un code. C'est-à-dire, cet instrument, un moyen d'expression, mais qui nous permet d'échanger entre nous pour nous faire comprendre. Et donc, ceci a amené certains philosophes par le passé, notamment des philosophes allemands, à penser par exemple que la langue était en quelque sorte l'identité même d'une nation. Vous voyez, évidemment, ceci a donné lieu à quelques dérives, hein, nationalisme allemand que tout le monde connaît. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire dans un premier temps, c'est cela, c'est que la langue, c'est un instrument de communication, un outil de communication, n'est-ce pas, qui permet d'échanger les idées, mais également, puisque la langue évolue, hein, elle va aussi suivre les évolutions de la société en fonction des évolutions technologiques, des évolutions culturelles, etc. Et donc, c'est un outil extrêmement important. Je dirais que, c'est vrai, nous avons la langue articulée telle que nous l'avons, mais il y a d'autres espèces qui communiquent également, qui ont à leur manière, on va dire aussi, hein, on va dire un peu l'équivalent des langues, mais qui ne sont pas vraiment des langues comme telles. Ça va? Donc là où il y a des humains, là où il y a société, on va dire, il faut qu'il y ait une langue parce que la communication finalement sert de ciment, n'est-ce pas, à la société. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit que la communication, elle est sociogène, n'est-ce pas? Mais pour qu'il y ait communication, le soubassement, c'est la langue, effectivement. On peut le dire comme ça, effectivement, mais il faut relativiser quand même. Parce que, en réalité, là où les langues se rencontrent, les gens peut-être ne se rendent pas toujours compte, hein, il se crée finalement des phénomènes de créolisation, n'est-ce pas? C'est-à-dire que les langues finissent par s'enchevêtrer. Ce qui fait que vous avez aujourd'hui, par exemple la francophonie l'a reconnu, hein, il y a en français aujourd'hui des mots qui ne sont pas français d'origine, d'accord? Des mots même venus de Lingala. J'ai vu que le mot pili-pili, par exemple, il est de plus en plus utilisé, même en français. Il y a ce phénomène de créolisation qui fait que, qui rend compte, en fait, on va dire, de cette rencontre des cultures. Mais en même temps, c'est vrai aussi que la langue est souvent utilisée comme un instrument de domination. Généralement, lorsque un colonisateur arrive quelque part, il va imposer, n'est-ce pas, sa langue aux populations qu'il va coloniser. Dans un premier temps, c'est cela. Mais en même temps, on observe aussi que dans certains cas, et ça c'est le cas notamment hein, chez nous, je vais peut-être rappeler cette histoire-là, dans certains cas, le colonisateur a été amené, pour des besoins notamment d'évangélisation, par exemple, n'est-ce pas, à pouvoir recourir aux langues locales. Rappelez-vous que dans l'histoire de notre pays, les premiers ouvrages, on va dire les premières revues, n'est-ce pas, les premiers journaux, sont quand même en langue locale, n'est-ce pas? Misamo Miayenge est quand même en Kikongo. Et pour l'histoire, on retiendra également que, par exemple, en 1906, n'est-ce pas, puisque la colonisation, le pouvoir colonial avait quand même accordé certains privilèges, on va dire, à l'école, à l'Église catholique, eh bien, le roi des Belges va signer, l'administration va signer, n'est-ce pas, un accord avec le Vatican, n'est-ce pas, qui concède, on va dire, qui cède tous les aspects pédagogiques, n'est-ce pas, à l'Église catholique. Et à partir de 1910 maintenant, l'Église catholique va essayer de trouver ce qui était le moyen le plus efficace pour pouvoir faire passer le message, non seulement de l'éducation, de l'instruction, etc., mais aussi de l'évangélisation. Et c'est de là, en 1910, n'est-ce pas, que date notamment le choix des 4 langues nationales que nous connaissons. Le Lingala, le Kikongo, le Swahili et le Tshulba. Donc on a en fait, on va dire, quadrillé l'espace, n'est-ce pas, selon différentes zones, hein, les zones linguistiques, et on s'est décidé pour ces 4-là. Et l'objectif, c'est quoi? C'est justement d'aller, n'est-ce pas, à la rencontre des populations, de pouvoir leur transmettre le message, mais à travers l'outil linguistique qu'ils maîtrisent le mieux, n'est-ce pas? C'est vrai que, concomitamment, eh bien, il va y avoir notamment l'usage aussi du français, n'est-ce pas?
Et plus tard, bon, il nous appartenait aussi à nous de pouvoir valoriser nos propres langues, notamment lorsque les médias s'en sont mêlés, n'est-ce pas? Mais on s'est rendu compte que lorsque nous avons nous-mêmes commencé à avoir nos propres médias, etc., eh bien, on n'a pas toujours accordé la place qu'il fallait, n'est-ce pas, à nos langues locales. Par exemple, les premières études montrent que les médias congolais, la radio notamment, et même la presse écrite, n'est-ce pas, ont beaucoup plus privilégié le français. À la radio, par exemple, et même dans la télévision nationale, eh bien, le français occupait à peu près 70 à 80%, n'est-ce pas, de la programmation. Les langues locales avaient un peu la portion congrue. Donc, c'est ça la réalité. En même temps, je ne sais pas si je peux embrayer directement sur la problématique, n'est-ce pas, des langues, on va dire, langues populaires, langues de la rue, etc. En même temps, on remarque également cette volonté toujours de pouvoir aller à la rencontre, n'est-ce pas, des différents publics. Parce qu'en fait, la communication, c'est quoi? La communication, c'est le fait de pouvoir rencontrer un public. Il y a même quelqu'un qui disait que la communication, c'est la réception. Il faut tenir compte du récepteur. Si vous parlez une langue, vous exprimez dans une langue que le récepteur ne comprend pas, votre message ne passera pas. Alors, par exemple, dans les années 60, les missionnaires ont été confrontés au problème, au phénomène qu'on appelle aujourd'hui Kuluna, n'est-ce pas? Mais les ancêtres, c'était les Yankés, les Bill, les Goza, etc. Les jeunes gens de Barumbu, de Kintambo, n'est-ce pas? Les jeunes gens qui s'étaient suffisamment, on va dire, imprégnés des films de western, n'est-ce pas? Des films hindous également, des films indiens, n'est-ce pas? Et qui voulaient se comporter comme on va dire les cowboys, n'est-ce pas, qu'ils regardaient, qu'ils voyaient au cinéma. Ils sont devenus les Yankees, justement, n'est-ce pas? Ils écumaient les quartiers, ils semaient la terreur dans les quartiers. C'était un peu cela. Alors, donc, il fallait, si on voulait les récupérer, n'est-ce pas, il fallait absolument penser à une méthodologie, on va dire, pour pouvoir les ramener sur le droit chemin. D'accord? Ceci est important, parce qu'en fait, l'expérience du Lingala facile, puisqu'on va y arriver, répond un peu à ce besoin-là. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Et là, il y a deux prêtres particulièrement qui vont faire preuve d'ingéniosité. Vous connaissez certainement l'un d'eux, le père Joseph de Latte, qu'on appelait père Buffalo, Angeli, mais il avait commencé à Ngiringiri, n'est-ce pas? Et puis il y a eu aussi le père Louis Reymans. Reymans était à Kintambo, n'est-ce pas? Et chacun d'eux va organiser les jeunes, n'est-ce pas? Mais en utilisant leur langue. Par exemple, on connaît l'histoire du père de Latte, avec notamment un groupe qu'il avait créé, qui était un groupe théâtral, un orchestre aussi, Minzoto, Wela Wela. On connaît peut-être un peu mieux le père Joseph Louis Reymans, n'est-ce pas? Le père Louis Reymans, qui lui, à Kintambo, avait créé aussi, n'est-ce pas, avait créé un journal qui s'appelait La Voix de Mangembo. La Voix de Mangembo, quand vous lisez La Voix de Mangembo, mais qui écrivait, qui étaient les rédacteurs en chef? Le rédacteur en chef, c'était, j'ai oublié le nom de ce monsieur, mais ceux qui écrivaient, c'était beaucoup plus les jeunes eux-mêmes, notamment un célèbre qui s'appelle Ioma. Le monsieur Ioma, bon, beaucoup ne verront pas ce que ça veut dire, mais Ioma, c'est qui? C'est celui dont le nom est devenu Eyoma. Quand les gens disent « Tossigné Eyoma », parce que lui, c'était le Yankee, le grand Bill, etc., qui vraiment tabassait tout le monde, n'est-ce pas? Et à un moment donné, les jeunes gens se disaient « Lélo Tossigné Eyoma », c'est-à-dire, eh bien, aujourd'hui, on va lui prouver qu'il n'est pas le plus fort. C'est de là que vient l'expression Tossigné Eyoma. J'ai eu la chance de rencontrer M. Eyoma quand je rédigeais le livre sur les Lingala faciles, n'est-ce pas? Eh bien, effectivement, ce sont eux qui écrivaient. Et même le père Louis Reymans lui-même, il écrivait là-dedans aussi. Il a même écrit, par exemple, une lettre à partir de la Belgique. Il a écrit une lettre qu'il a envoyée à ces jeunes gens ici, qui étaient restés, il était parti en vacances, dans laquelle il écrit vraiment en hindoubil. Il leur parlait en hindoubil. Parce que l'objectif, c'était de gagner ces âmes perdues. Vous voyez? Et la meilleure façon de gagner ces âmes perdues, c'était de s'exprimer dans la langue, n'est-ce pas, que ces jeunes gens comprenaient.
Et si vous lisez d'autres, bon, ça c'est La Voix de Mangembo, mais il y a eu aussi la fameuse revue Jeune pour Jeune. Vous vous souvenez, Jeune pour Jeune qui était devenu Kaké à un moment donné, avec comment on appelle ça, l'authenticité, n'est-ce pas? Eh bien, dans laquelle Kaké faisait un peu, on va dire, un mixage, un brassage comme ça linguistique. Vous aviez des pages en français potable, vous aviez des pages en indubile, avec des pages aussi en lingala, normal, mais vous aviez aussi des pages, notamment des séquences de bandes dessinées, n'est-ce pas, en indubile. Les histoires de Sinatra, Moloch, Durango, etc. Apollosa, n'est-ce pas, qui était très connu et très prisé par les jeunes gens à notre époque, n'est-ce pas. Donc, ce phénomène linguistique, il est important, et en même temps, il faut aussi se garder, comme certains, beaucoup le font, de dire il y a des langues riches, des langues pauvres, il y a des langues plus élevées et d'autres non. En fait, on constate que, par exemple, même au sein d'une même ère linguistique, tout le monde n'a pas le même lexique. Tout le monde ne parle pas de la même façon. Tout le monde, dans une société, même si c'est la société de Voltaire ou de Molière, tout le monde n'a pas le lexique de Molière en tête, nécessairement. Vous voyez? Donc, ça, c'est vraiment un phénomène, un problème important. Ensuite, lorsqu'on parle de pauvreté ou de richesse d'une langue, il y a des auteurs qui ont démontré que c'est une fiction. C'est vraiment une fiction. Par exemple, les Inuits, je crois, en tout cas les Esquimaux, n'est-ce pas? Savez-vous que pour désigner la neige, les Esquimaux ont plus de 7 ou 9 mots différents? En français, c'est la neige, tout simplement. Est-ce qu'on va dire que le français est plus pauvre que les Esquimaux, que la langue esquimau? Non, parce que justement, la langue, en fait, elle évolue également, elle tient compte des réalités, n'est-ce pas? Des besoins, on va dire, de ces populations-là. Parce que pour les Esquimaux, la neige fait partie de leur réalité quotidienne. Donc, quand ils utilisent tel mot pour la neige, c'est pour dire que c'est une neige fondante, par exemple, ou un peu plus liquide, dans laquelle on peut pêcher. Tel mot va désigner une autre réalité de la neige. Vous voyez? Ça, c'est une neige sur laquelle on peut marcher. Et ainsi de suite. Vous comprenez? Donc, au sein d'une langue, il y a toujours ce besoin, n'est-ce pas, qui répond, enfin, on va dire, cette nécessité de répondre aux besoins, n'est-ce pas, de la culture. Donc, pour dire qu'il n'y a pas de langue plus riche, de langue plus pauvre, etc., ça n'existe pas, ça, c'est une fiction. Un peu comme les prêtres à l'époque, je crois que c'était important de se situer un peu par rapport à l'histoire. Je crois personnellement que les Lingala faciles répondaient à un besoin. Un peu comme les prêtres à l'époque, en 1910, n'est-ce pas, ont dû se résoudre finalement à, n'est-ce pas, à quadriller l'espace géographique à travers les espaces linguistiques. D'accord? L'objectif étant d'avoir le meilleur outil possible pour communiquer avec ces populations-là. Vous voyez? C'est à peu près la même chose que l'exemple que je venais de donner tout à l'heure de Père Joseph Lelight, le Père Buffalo, Père Louis Remas, qu'on appelait shérif, n'est-ce pas? Eux aussi, ils devaient répondre à un besoin. Et je pense que l'initiative de Zacharie Baba-Bassé devait répondre aussi à un besoin. Lequel? Quel est ce besoin-là? Mais c'est ce besoin de communiquer avec une frange de la population qui est souvent considérée comme marginale. Moi, quand je réfléchissais, quand j'ai commencé à m'intéresser à ce phénomène-là, d'abord c'était le Indubile. Rappelez-vous, en 2006, Baba-Bassé lance le phénomène, le journal en Indubile. Vraiment là, c'était vraiment le Lingala, des Bayanké et tout ça. J'ai eu un peu le bonheur, on va dire entre guillemets, dans ma prime jeunesse, de parler le Indubile. Vous voyez, ça m'a intéressé. J'ai dit, tiens, mais c'est un phénomène intéressant, important. Mais en même temps, je me disais, mais regardez, voilà un phénomène médiatique, il faut insister là-dessus, un phénomène médiatique qui vient rentrer, on va dire par effraction, dans le domaine journalistique. Et donc, qui en même temps a un succès important. D'accord? Il fallait donc essayer d'expliquer cela. Je crois qu'en scientifique, on ne doit pas rejeter un phénomène social. Il faut essayer de le comprendre, essayer de l'expliquer, savoir pourquoi ça fonctionne de cette manière-là. Vous comprenez?
Et l'autre aspect, c'est que la langue est aussi un instrument, un outil politique. On l'oublie souvent. C'est un outil politique. Et là, j'ai observé un phénomène avec le Lingala facile. C'est que pour la première fois de ma vie, je viens pour la première fois de ma vie, à part peut-être lorsque il y a des sketchs, des spectacles de musique, etc. Mais pour la première fois de ma vie, je voyais dans les terrasses, j'ai vu des koulouna, des chégués agglutinés devant un poste téléviseur, en train de regarder, de suivre quoi? Non pas un concert, non pas un match de football, non pas un sketch, mais un journal télévisé. Vous comprenez ça? Ils suivaient un journal télévisé. Mais pourquoi suivaient-ils ce journal télévisé? Mais parce que c'est dans leur langue. La langue qu'ils comprennent le mieux. Et là, j'ai compris que, en réalité, il y avait derrière un impact politique extrêmement important. Quel est cet impact politique? C'est celui-ci. C'est que nous sommes entrés dans un cycle électoral qui va peut-être plus jamais se terminer. Hein. C'est vraiment un cycle maintenant qui va se poursuivre. Et lors du vote, n'est-ce pas, le principe c'est one man, one vote. C'est-à-dire que aussi bien le bulletin du chef de l'État que celui du dernier des citoyens ont exactement la même pondération. La voix du chef de l'État ne pèse pas plus que la voix du minable koulouna, on va dire, comme ça, excusez-moi. N'est-ce pas? Ça ne vaut pas, ça ne pèse pas plus. C'est exactement la même voix, la même pondération. Or, on va dire, le président, les intellectuels et tout ça, n'est-ce pas? Tous, devant les urnes, nous sommes égaux. Or, que faut-il pour que les gens votent vraiment en âme et conscience, en connaissance de cause? Il faut qu'ils soient informés. Le président est informé. Vous et moi, nous sommes informés. N'est-ce pas? Est-ce qu'il faut laisser ces jeunes gens-là à la merci des manipulateurs qui peuvent leur raconter n'importe quoi et tout ça, et puis bon, ils vont voter en fonction d'un t-shirt qu'on a donné, en fonction d'une bouteille de bière, d'un morceau de poisson, etc. Ou leur donner quand même un minimum, n'est-ce pas, d'informations qui leur permettent de voter utile, comme on dit. Le vote utile ne doit pas être valable uniquement pour le président, pour les intellectuels, pour nous. Ça doit être utile pour tous les citoyens, puisque nous sommes égaux devant les urnes. Vous voyez? Donc, c'est à partir de cela que j'ai commencé véritablement à réfléchir. Et je me suis dit, tiens, ça c'est un phénomène qu'il faut pouvoir analyser, qu'il faut pouvoir expliquer, absolument. Et évidemment, pendant la même période, j'avais vu, j'avais lu les extraits qui étaient, disons, dans les décisions prises par la AM à l'époque avec Modeste Mutinga, qui traitait ce phénomène marginal, avec la langue de rue, etc., n'est-ce pas? C'était vraiment du mépris, ça va? Et moi, mon but, c'était de démontrer que ce phénomène qu'on méprisait avait son importance. Et c'est pour cela que j'ai mobilisé toute une batterie, notamment une théorie précise que j'ai développée pour pouvoir expliquer ce phénomène. Peut-être qu'on peut en parler si vous le souhaitez. Souvent, lorsqu'on discute avec nos amis, nos confrères, journalistes et tout ça, ils ont tendance à évoquer l'argument déontologique. Mais quand je vous lis, si vous avez peut-être l'occasion de lire aussi le livre, oui. Quand vous lisez les grandes observations de la âme, vous ne verrez pas vraiment une observation d'ordre déontologique. Vous n'en verrez pratiquement pas. Je signale quand même ici également que dans Lingala facile, en tout cas à l'époque où j'avais fait cette étude, il y a certes des jeunes gens venus de divers milieux, mais ça, j'explique par le phénomène du champ. Nous sommes un champ qui est quand même assez ouvert. Il ne faut pas l'ignorer non plus. On avait là-dedans quand même des jeunes gens qui avaient été à l'IFASIC. Ah oui, Thierry Landou a terminé à l'IFASIC. L'autre, Dani, qui était le rédacteur en chef, voilà, le nom m'échappe, il était aussi, c'est un ancien l'IFASIC, ce sont des licenciés l'IFASIC. Vous voyez,
non pas Thierry l'autre, Jimmy Mukendi. Voilà, c'est des anciens de l'IFASIC. Vous voyez? Donc, moi je dis, la langue permet de convoyer un contenu. Ça va? C'est un convoyeur de contenu. Et ce contenu, évidemment, va épouser les inflexions, pardon, n'est-ce pas, de cette langue-là. On va dire les choses, on peut dire exactement la même chose, l'un dans un français châtié, l'autre en argot. On peut dire exactement ou à peu près la même chose. Vous voyez? Maintenant, il faut savoir à qui on s'adresse. Quel est mon public? Si ce phénomène a réussi à rencontrer un certain public, n'est-ce pas, et à l'informer, malgré tout, à lui donner, à lui apporter des éléments qui lui permettent quand même d'évaluer. Chacun de nous a le droit de pouvoir évaluer sa société, de pouvoir se dire, tiens, je ferai ceci pour telle raison. J'ai donné l'exemple du vote tout à l'heure. Tiens, je voterai pour telle, et bien pour telle raison, parce que je suis informé. Pour moi, j'estime que c'est tout à fait quelque chose d'important et de gagné. Lorsque on lit, ou on écoute plutôt le Lingala facile pour la première fois, je comprends qu'on soit choqué. N'est-ce pas? Je comprends. D'où, n'est-ce pas, par exemple, je peux vous lire hein, les critiques de la âme, n'est-ce pas? Eh bien, vous allez voir que les observations, c'est ça. Par exemple, concernant les recommandations qui ont été faites en juillet 2009, après évidemment tout ce qui avait été dit sur le journal Indoubil, il dit, outre une tendance heureuse à l'éducation par les médias, la théâtralisation, le culte du sensationnel, la trivialité dans le langage, ainsi que l'autopromotion caractérisent la plupart des éditions de cette émission. L'usage fréquent des termes et expressions superflus, puisés dans le langage de la rue, rappelle à s'y méprendre le journal Indoubil, produit par la même personne, interdit de diffusion par la haute autorité des médias. Le populisme n'est pas un indicateur de qualité et d'excellence. Les populations partout au monde ont tendance à apprécier leur médiocrité, etc., etc. Vous voyez, c'est vraiment ce mépris-là. Mais en même temps, lorsque vous interrogez, parce que le journalisme, c'est aussi de l'art. Lorsque vous interrogez l'histoire de l'art, vous allez vous rendre compte qu'il y a tout un phénomène qu'on appelle l'avant-garde. D'où d'ailleurs l'intitulé du livre. Entre avant-garde et information de proximité. Hein, on parlera peut-être de la proximité. Mais déjà, l'avant-garde. Qu'est-ce que c'est que l'avant-garde? L'avant-garde dans un art, c'est toute pratique, on va dire, qui repousse les règles de l'art. Les limites de l'art d'un art ne sont pas définitivement fixées. Jamais. L'art, on peut toujours repousser les limites. Et lorsque l'on recourt encore une fois à l'histoire de l'esthétique, à l'histoire de l'art, on se rend compte que parmi les tout premiers, il y a un certain Pablo Picasso. Lorsque Pablo Picasso peint les Demoiselles d'Avignon, je crois que c'est en 1908 ou 1909, par là, eh bien, son ami Georges Braque vient lui dire « Mais écoute Pablo, c'est comme si tu voulais nous faire boire du pétrole. C'est-à-dire que ça ne passera pas. Ça ne peut pas passer parce que, à l'époque, la règle de l'art, c'était la construction perspectiviste. N'est-ce pas? Cette construction que vous connaissez bien, n'est-ce pas? Qui superpose les objets, n'est-ce pas? Du premier plan jusqu'à l'arrière-plan, n'est-ce pas? De sorte que ceux qui sont à l'avant-plan paraissent plus grands et ainsi de suite, jusqu'à l'infini pratiquement. Vous voyez? Or, Pablo Picasso venait rompre avec cette norme-là, cette norme classique, n'est-ce pas, de la représentation picturale. Vous voyez? Et c'est comme ça que l'avant-garde, on va dire, est née. On la retrouve au cinéma. On la retrouve même en journalisme. On la retrouve. L'avant-garde existe bel et bien. Si vous prenez, je ne vais pas aller jusqu'en Amérique, etc. Non. Prenons la France que nous connaissons plus ou moins bien. Mais un journal comme Le Canard enchaîné. Le Canard enchaîné est un journal avant-gardiste. Vous prenez un journal comme celui qui avait été la cible des terroristes en 2017 comme ça. Non, le Grognon, c'est ici. Je parlerai du Grognon aussi. Donc, il y a le Canard enchaîné, il y avait aussi... oh, le nom va peut-être revenir.
Donc, ces journaux-là sont avant-gardistes dans leur conception et même dans leur contenu. Mais dans le Canard enchaîné, mais vous avez par exemple des interviews fictives. Est-ce que l'interview fictive, c'est du journalisme? Non, pas du tout. Vous allez constater que par exemple dans le Canard enchaîné, eh bien, vous n'avez pratiquement pas d'illustration photo. C'est des dessins. Et c'est ce journal qui a inspiré le manager grognon de mon ami Philly Zongia. N'est-ce pas? C'est celui-là. C'est vrai que aussi Philly Zongia, avec son groupe, c'est des jeunes gens qui déjà, à l'IFASIC, à l'ISTI, à l'époque, écrivaient déjà dans un journal marginal, on va dire underground de l'ISTI, n'est-ce pas? Qui s'appelait La Pègre, rien que le nom. En dit long. Vous voyez, donc ils écrivaient pour La Pègre et ainsi de suite. Mais ces journaux français que je viens de citer, eh bien, c'est des journaux avant-gardistes. Ils ne fonctionnent pas dans le schéma classique normal. Revenons chez nous. Mais chez nous, ici, Lingala Facile notamment, ce qu'on lui reproche, c'est beaucoup plus l'usage de la langue de la rue. Mais qui a dit que cette langue de la rue ne peut pas squatter les médias? Qui l'a dit? Pourquoi? Selon quelles normes? Puisque vous la retrouvez, j'ai donné dans le livre d'ailleurs des exemples, en musique. En musique, notre musique est truffée. Écoutez-la, vous allez voir, elle est truffée, n'est-ce pas, d'expressions, de termes, inoubliables, de la langue populaire. Et aujourd'hui, les sociolinguistes, par exemple, n'est-ce pas, la sociolinguistique étudie de plus en plus ces phénomènes-là de langues qui sont un peu marginalisées ou marginales carrément, n'est-ce pas? Puisque même certains grands écrivains, n'est-ce pas, utilisent parfois ces phénomènes-là, l'argot, n'est-ce pas? On reproche au Lingala Facile l'usage de l'argot, mais il y a des romans, des grands romanciers qui utilisent l'argot. Vous voyez, pourquoi pas dans le journal? On reproche aussi, par exemple, la théâtralisation. Quand les gens disent « Nakobiman à gauche, Nakobiman à droite » et ainsi de suite. Oui, mais c'est une façon de, comment dire, de rendre plus attractif, plutôt que d'avoir, comme on a, quelqu'un d'ailleurs l'a remarqué, dans les journaux télévisés qui sont guindés, n'est-ce pas? Voilà, très chic, guindés et tout ça, très fixe, immobile presque et tout. On est en train de... Non, là on dynamise. Même cet espace-là devient un espace dynamique. Ça va, on le dynamise. Et surtout que ça plaît bien au récepteur. N'est-ce pas? On le retient. Il y a beaucoup d'autres choses là-dedans. Les proverbes, par exemple, qui sont utilisés. D'accord? Mais ce n'est pas la première production médiatique, journalistique ou d'information à utiliser les proverbes. Notre ami Feu Mwanda Makosso s'était rendu célèbre en quoi? Mais en utilisant beaucoup plus des proverbes, des maximes. N'est-ce pas? Dans la plupart de ses prestations. Donc, il y a là, en fait, au départ, un phénomène mental, je dirais. Ce phénomène mental qui consiste à croire que, un, il y a des langues méprisables, n'est-ce pas? Et de deux, ces langues-là ne peuvent pas être utilisées dans les médias, ce qui est totalement faux. L'histoire des médias, notamment congolais, le démontre largement. Il y a des pays où l'université est faite dans les langues locales. Vous voyez? Donc il faudrait essayer d'aller vers cela aussi. Qu'est-ce qui nous empêche? J'ai appris que M. Vital Kamere aurait traduit sa thèse en lingala ou en swahili, je ne sais plus très bien. Moi, je trouve que c'est des initiatives à encourager. Il faudrait qu'un jour... Parfois, il m'arrive de faire rire un peu mes étudiants. Quand j'ai un concept un peu difficile dans le cours, par exemple, de cinéma ou de sémiologie, il m'arrive de dire, tiens, mais il faudrait qu'un jour on traduise ce cours en lingala. Parce que, voilà, ce concept-là, eh bien, il peut signifier approximativement ceci en lingala. Vous voyez? Parce que les gens qui apprennent dans leur langue, la langue maternelle, n'est-ce pas? Eh bien, ils ont beaucoup plus de facilité, n'est-ce pas? De pouvoir appréhender les choses, de pouvoir comprendre, n'est-ce pas, ce qu'on leur enseigne. D'accord? Pour ceux qui apprennent la langue un peu tardivement ou en dehors, hein, vous avez dans la famille, dans le quartier, une langue d'usage, et puis à l'école, vous n'avez que le français. Donc il y a parfois un certain, on va dire, choc
n'est-ce pas, qui n'est pas toujours très très favorable. Et effectivement, ça décourage beaucoup. Nous avons des génies ici, hein, des génies que l'on aurait pu récupérer éventuellement si ils avaient reçu la science, on va dire, dans leur langue maternelle. Ça aurait résolu beaucoup de problèmes, effectivement. Il y a quelques 2 ans d'ici, 1 année et demie à peu près, nous avons, moi et un aîné, on a dirigé, moi j'ai fait la synthèse des travaux et tout, j'ai dirigé aussi, un travail qui était fait pour le compte de la coordination pour le changement des mentalités, que vous connaissez certainement. Oui. Nous avons rencontré le coordonnateur et tout ça. On a fait ce travail qui consistait à identifier les antivaleurs. À Kinshasa d'abord, nous avons proposé que ça se fasse aussi à l'intérieur. Lorsqu'on a identifié ces antivaleurs, l'objectif c'est d'arriver maintenant à produire, par exemple, un document. Hein, moi j'appelle ça dictionnaire des antivaleurs, mais qu'on va coupler aux valeurs. Pour chaque antivaleur, montrer la valeur, etc. Et moi, je voudrais même aller un peu plus loin encore. Dire, mais il faut trouver des moyens, des mécanismes pour porter cette information, n'est-ce pas, au plus grand nombre possible. Par exemple, qu'est-ce qui empêcherait qu'on mette nos BDistes ensemble? Nous avons des gens comme Barli Barouti, n'est-ce pas? D'autres BDistes, j'ai découvert des jeunes gens très talentueux à l'Académie des Beaux-Arts, n'est-ce pas? Pour que ces jeunes gens produisent des scénarios, n'est-ce pas, qui vont traduire en bande dessinée, n'est-ce pas, mais dans les langues locales. Vous comprenez? Dans les langues locales, pour leur apprendre ces différentes antivaleurs et leur montrer les valeurs, n'est-ce pas, qu'ils doivent plutôt cultiver à la place. Vous voyez? Donc ça, c'est des, on va dire, des prolongements que l'on peut donner. Mais aussi, par exemple, dans la recherche scientifique elle-même. J'espère qu'il va pouvoir finalement s'y mettre. Un jeune homme qui avait été à l'époque dans le groupe de Manadio Grognon, qui a aussi travaillé dans Popuri, n'est-ce pas, qui est un de nos assistants, à qui j'ai déjà demandé de faire une thèse sur l'avant-garde dans les médias congolais. Ça existe, ça a existé, je venais de le démontrer, ça existe encore. Vous voyez? Donc, c'est tout ça, c'est des prolongements, n'est-ce pas, que l'on peut donner pour que nous n'ayons pas toujours tendance à rejeter. C'est vrai, c'est un peu comme le pétrole, hein, de Braque, hein, qui craignait que Picasso lui fasse boire du pétrole. C'est vrai que le pétrole, c'est pour dire, mais ça va certainement déranger mon organisme. Déjà par la bouche, par les intestins, ça va passer. Hein, ce sera un corps vraiment étranger. Il ne faut pas qu'on considère toujours ces phénomènes de cette manière-là. Et pour dire, finalement, je voulais dire aussi que si je m'étais vraiment intéressé à ça, c'est comme j'ai dit au début, que y en a qui m'ont dit, oui, mais vous voulez valoriser Zakari Bababa. Non, mon problème, ce n'est pas la personne. Si vous lisez le livre d'ailleurs, vous allez voir que le nom de Bababa s'est cité peut-être 2 ou 3 ou 4 fois. Hein, sur un livre de 240 pages, quand même. Vous voyez, c'est d'attirer l'attention sur ce type de phénomène, n'est-ce pas? Et également sur le parti que l'on peut en tirer. Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme parti en termes d'amélioration de la communication, n'est-ce pas, à l'égard de certains types de publics? Parce que les récepteurs sont différents, et il faut voir. Et c'est peut-être ça qui explique aujourd'hui, par exemple, la prolifération, on va dire. Moi, je suis allé à Butembo, j'ai fait une conférence sur le Lingala Facile. À Lubumbashi, j'allais souvent. Mais on m'a dit qu'à Lubumbashi, aujourd'hui, il existe des journaux en Chiluba et en Swahili Facile. Vous voyez, ici même, lui-même, il a ça. Donc, ça prolifère quand même. Ça montre bien qu'il y a un besoin. Et donc, il y a un public à conquérir. Voilà, un média, ça vise d'abord cela.